pas tout à fait le passé. Oui, t'as raison. Allez. Tiens, je compte une, deux, trois. Parfait. Regarde. Voilà. Allez, installe-toi. Impeccable. Ouais, bonjour Frédéric. Eh bien, bonjour. Donc Frédéric, tu es organisateur des salons de Clermont-Ferrand, de Saka Ouais. et d'Art-Toulouse. Ouais. Et en rapport avec la dépêche, peux-tu nous dire ce qui t'a amené à organiser ces salons et quel est ton lien avec la dépêche? Alors, d'abord, je m'appelle Frédéric Pinson-Meillac. Je suis à l'origine, moi, un artiste. Ça fait des années, je suis né là-dedans. J'ai fait une école spécifique d'art qui est l'École nationale des arts appliqués et des métiers d'art de la ville de Paris. J'ai fait moi-même pas mal d'expositions jusqu'en 2000 pratiquement. J'ai participé au Salon des artistes français à Paris, enfin juste avant la rénovation du Grand Palais. Enfin beaucoup de choses. Et en venant à Toulouse, je me suis rendu compte qu'on avait une carence au niveau des arts plastiques. Et pour être très précis, j'avais voulu monter un salon un peu comme celui dont je rêvais pour moi, quoi, en fait, tout simplement. Et comme je suis aussi collectionneur, amateur d'art, et malheureusement pour moi, en tous les cas, je m'occupe plus de l'art des autres que du mien, je me suis dit, on va essayer de créer une manifestation pour voir comment ça marche. C'était en 2008. J'ai fait ça avec un ami commissaire-priseur à Toulouse. Et on a fait ça pendant 5 ans, puisque chez un commissaire-priseur, on avait simplement de l'accrochage, et puis derrière une vente aux enchères. Et il se trouve, et ça c'est un hasard, que voulant mêler les entreprises avec, on va dire, l'art, pour que justement l'économique puisse aider les artistes, ne serait-ce qu'en mécénat, sponsoring, etc. Enfin, il faut créer des rencontres. Un salon, c'est pas simplement pour vendre, c'est aussi pour créer des contacts, des rencontres. J'ai considéré qu'il fallait faire venir les entreprises pour remettre des prix. Un jour, ça n'a pas raté, au cœur de Toulouse, au bout de 4 ans. De mémoire, c'est 4 ans, c'était en 2011. Oui, c'est ça, 2011. Une entreprise monte, c'était la Dépêche. Et puis la Dépêche, quand elle a vu dans cette petite salle, enfin la petite salle, elle faisait quand même 600 mètres carrés, chez Maître Labarbe à Toulouse. Mais quand la Dépêche est venue sur l'estrade remettre un prix, je ne sais plus lequel, en descendant de l'estrade, ils m'ont dit il faudrait qu'on se voit rapidement. Voilà, c'est comme ça que c'est passé. Voilà. Et Diagora est sorti du chapeau plus facilement. D'abord parce qu'à l'époque, la Foire Expo était véritablement caduque. Et donc voilà, on a fait des Art Toulouse une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Ça fera donc la 4e fois avec la Dépêche. Édition 2017, mars 2017 à Diagora dans maintenant 15 jours. C'est même la 8e ou 9e édition. 9e édition 9e du coup. édition, ouais. 5 avec moi et 4 avec la Dépêche. Ouais. Donc il y a de plus en plus de salons en France, et comme tu sais, heureusement et malheureusement, donc c'est un peu difficile. Quelle est l'ambition d'Art Toulouse par rapport aux autres salons et comment Art Toulouse peut trouver sa place réellement? Alors ça tombe bien, c'est une conversation qui est intéressante, c'est une question qui est intéressante, qui est centrale, parce que Art3F a déployé, donc on le sait, un certain nombre de salons, dans un créneau que je trouve moi extrêmement intéressant. Ils le font super bien, très professionnel, très bien fichu. L'idée c'est quoi? Dans une ville comme Toulouse, je parle que Toulouse, une ville comme Toulouse, 4e ville de France, qui effectivement avait une culture en art égale proche du zéro. Alors pourquoi? Je parle du public là, tout simplement parce qu'il n'y a pas eu une politique culturelle des arts plastiques d'une manière volontaire et marquée auprès du public, des Toulousains et de la métropole. Au niveau de la ville, ça. Absolument. Par rapport à l'offre, avoir une offre supplémentaire, c'est un plus, surtout quand c'est bien fait. On peut simplement regretter que le calendrier soit trop proche, parce qu'à moins d'un mois, c'est un peu con. Je le dis comme je le pense. Ouais. Mais ceci dit, je pense que ce n'est pas une volonté, c'est une question de calendrier des salles qui peuvent recevoir ou pas. Qui pourra peut-être évoluer dans le futur. Qui sans doute, je pense, pourra et devra très certainement, ou par rapport à Art3F, ou nous-mêmes, faire qu'effectivement l'offre s'équilibre, parce qu'il y a largement la place pour deux. Voilà. Tu as créé aussi, en rapport avec ça, le Festival d'Art Toulouse. Alors le Festival Toulouse, oui, j'ai créé ça. Ça reprend en fait ce que je viens de dire, donc je ne vais pas le redévelopper. L'idée c'est simple, du 1er au 20 mars, incluant bien sûr un certain nombre de manifestations, et je dois le dire d'une manière un peu chauvine, et la nôtre, c'est-à-dire Art Toulouse, bien évidemment, qui termine on va dire la quinzaine ou les 3 semaines. J'ai demandé à la ville de suivre, on va dire d'une manière énergique,
cette volonté de quelques-uns, et notamment des professionnels de Toulouse, c'est-à-dire galeristes, associations, collectifs, des gens qui sont reconnus dans le monde de l'art à Toulouse, de pouvoir mettre un coup de projecteur sur ces gens-là sur 3 semaines. L'opération est simple, hein, c'est simplement une opération qui fédère un calendrier, un agenda qui existait déjà sans nous, et sans moi en particulier. On fédère ça sur les 3 semaines en question, et on distribue naturellement des dépliants qui sont ces dépliants types, hein, tout simple, où on a naturellement, et ça semble très très logique, on a d'un côté une carte, bien sûr, de tous les événements sur les 3 semaines, et bien sûr un petit document qui permet quelques lignes sur chaque galerie. Les artistes font plusieurs salons, mais un point qui remonte souvent, je ne sais pas si tu veux en parler, c'est le coût des salons. Les salons coûtent quand même très cher pour les artistes. Est-ce que peux-tu nous dire un peu pourquoi les salons sont aussi chers pour les artistes? C'est très simple, il n'y a pas de secret. Si on regarde, d'abord ça fonctionne exactement pour un organisateur comme pour une famille qui organise un mariage. Il loue la salle de mariage et en fonction de ce qu'il va louer la salle de mariage, il va avoir un coût, ça va impacter le coût du mariage d'une manière très sensible. La salle est quelque chose d'extrêmement important. Alors des fois ça se termine à la salle des fêtes, mais parfois pas, et ça va aller jusqu'à un château ou n'importe quoi. En fonction, ça va donner effectivement un coût au truc. C'est exactement la même chose pour un salon, puisque l'organisateur, lui, qui n'est qu'un locataire, et quand on regarde les coûts, il suffit de regarder la grille tarifaire d'un salon, on va se rendre compte que en moyenne, si on coupe le truc avec les prestations qui sont dessus, c'est-à-dire cloisonné, moquetté avec un éclairage, grosso modo on retrouve à 150 à 160 euros le mètre carré. C'est à peu près ça, il va y avoir quelques frais de dossier, ce genre de truc, et c'est clair que c'est cher. À ce sujet, là, le design est en pleine expansion en ce moment. Ouais. Est-ce que le design a la place sur des salons d'art contemporain comme ça, comme Alors, c'est toujours pareil, ça dépend ce qu'on appelle l'art. Moi je sais que il n'y a qu'une chose, pour moi la barrière qui est la frontière naturelle et à mon avis globalement difficilement acceptable, c'est tout ce qui va entretenir la logique de la décoration. L'art c'est pas de la décoration. L'art est une démarche qui est une démarche profonde, qui est une démarche sensible, hein, qui est la transmutation de ce que peut être un artiste sur un médium, papier, une taille de pierre, ce que l'on veut, etc. Il est clair qu'à partir du moment où on a des gens qui se jettent complètement sur une toile, par exemple, leur émotion, leur sensibilité, leur savoir-faire, bien sûr, une technique, c'est sûr. On ne peut pas accepter l'idée que dans le stand d'à côté, on ait par exemple, je sais pas moi, des choses qui seraient achetées à Taïwan, customisées et mis en truc, sous prétexte que c'est la mode. Passons peut-être un peu plus à l'art contemporain en général. Là, l'art contemporain vient de passer une période assez difficile depuis 3 ans à peu près, hein. Difficile au niveau des ventes, surtout pour les artistes. Qu'en penses-tu? Penses-tu qu'on est arrivé à la fin de cette période? On a l'impression que c'est en train de repartir un peu, mais il faudrait avoir ton avis là-dessus. Alors moi, d'abord, premier point, il y a une enquête de nos amis de la Maison des Artistes qui est excellente, qui avait été mandatée justement par la Maison des Artistes. C'est une évaluation du marché global de l'art, de l'économie de l'art, et bien sûr de la place en France dans le concert des grands pays européens et mondiaux. Bon. Cette enquête a été lue lors justement de l'Assemblée Générale de la Maison des Artistes en décembre, puisqu'elle était sortie quelques semaines auparavant. Elle est d'ailleurs en ligne et j'invite nos amis à aller sur le site de la Maison des Artistes. Dans d'autres pays, il y a eu des incitations économiques et fiscales pour les artistes. Et donc, ça crée bien sûr une dynamique. Et très logiquement, le marché se déporte là où il y a effectivement des avantages. Deux choses qui concernent le mécénat. Dans ce rapport dont je parlais à la Maison des Artistes, une chose alors qui va apporter vraiment un plus, si ça passe, ce serait génial. D'abord, la multiplication par 2 du seuil possible d'investissement pour une entreprise en termes de mécénat. On passe de 0,5 à 1. Ça, c'est colossal. Ouais. C'est colossal. C'est colossal puisque c'est 1 en rapport au chiffre d'affaires. Donc, quand on connaît certains chiffres d'affaires, ça veut dire que ça laisse de la marge. Ça, c'est la première chose. Deuxième point, possibilité pour le secteur, enfin, pour le privé, de faire cette démarche-là en termes de mécénat, pour le particulier. Donc, j'attends rapidement la mise en place de cette bonne nouvelle dans les faits. Voilà. Un collectionneur, parce qu'il faut aussi parler de ça, le collectionneur, il va aller vers quelque chose où il va porter son regard. Bien sûr qu'il peut avoir un coup de cœur pour quelque chose qui a été
très intelligemment reconjugué. C'est-à-dire que vous avez des gens qui parce qu'ils ont apprécié un mouvement et qu'ils s'inscrivent dans ce mouvement, ne prétendent pas créer une nouvelle démarche, mais s'inscrivent dans une démarche existante en apportant quelque chose de musclé qui leur correspond, tant en écriture qu'en termes de couleurs, etc. Je sais que tu es un fervent défenseur de l'art contemporain. Tu es toi-même collectionneur. Peux-tu nous expliquer en quoi consiste ton combat pour faire connaître les métiers d'art et les artistes en général? Alors, moi, j'ai une passion, je le disais tout à l'heure, hein, c'est la vérité. J'adore peindre, j'ai toujours fait ça, hein, j'ai toujours peint, j'ai toujours été dans la création. Je n'existais que comme un accompagnateur, un agent d'artiste, et je voulais voir si les artistes que je vendais dans mon réseau, eh bien, en sortant de mon réseau, pouvaient effectivement se vendre et donc avaient une valeur intrinsèque, pour le public j'entends, c'est-à-dire un pouvoir attractif pour le public, jusqu'au point de mettre de l'argent dedans, parce qu'on a beau dire, mais c'est quand même une frontière. Les salons sont indispensables, quoi qu'on en dise. J'ai encore la semaine dernière un artiste qui m'a dit j'ai fait tel salon, ça s'est pas bien passé, il s'est rien passé, mais en même temps j'ai eu des contacts et j'ai fait derrière 2 expos et là j'ai vendu 6 œuvres et 2 œuvres à côté, c'est un sculpteur. Hein. L'addition des actions qu'il a mises en œuvre, salon, galerie, petit salon quelque part dans un petit village, petite galerie ici et manifestation publique à tel endroit, communication, eh bien ça a moussé et ça fait donner ce résultat. Il est clair qu'un artiste qui reste chez lui, il ne se passera rien, c'est clair et net. Je note néanmoins que les artistes qui réussissent gèrent parfaitement les réseaux sociaux. Ce sont des virtuoses des réseaux sociaux. Ils sont très actifs sur les réseaux sociaux. Très actifs. Sont très actifs dans leur propre communication, leur propre mise en scène. C'est pas une critique. Hein. Très actifs aussi dans le suivi de leur réseau, de leurs fichiers. C'est pas un coup je te vois, un coup je te vois pas. C'est d'une manière cadencée, organisée, réglementée. Malgré le ralentissement, et on pense qu'il c'est en train de repartir un peu, moi j'en suis convaincu que c'est en train de repartir un peu, penses-tu que l'art contemporain est toujours une niche d'investissement pour certaines personnes? Alors oui, c'est certain, sauf que la niche d'investissement... Alors d'abord, premier point, oui, ça repart, c'est clair. Alors ça repart pourquoi? Parce que c'est cyclique. C'est cyclique. Si on s'intéresse, c'est pour ça que j'engageais les artistes tout à l'heure à regarder ce qu'est l'histoire de l'art pour comprendre sur des périodes données que ça correspond à des périodes sociales, à des périodes de l'histoire. En clair, il y a une sorte, on va dire, d'incubation pendant que justement il y a un fait social extrêmement difficile, complexe, une guerre, quelque chose. Et donc le travail c'est à incuber et il va exploser, c'est ce qui s'est passé pour l'abstraction lyrique après-guerre par exemple. Bon. On reste optimiste, oui. L'art continue à bien tourner, il y a de plus en plus de salons. C'est une part de rêve qui fonctionne bien. Il y a simplement une chose qu'il faut noter, c'est pour ça qu'il faut surtout prendre garde de ne pas critiquer les organisateurs, pour une raison simple, et d'ailleurs certains collègues l'ont dit mais ils ont raison. Il ne faut pas couper la branche sur laquelle tout le monde est assis, surtout les artistes. Parce que dès qu'effectivement un organisateur s'en va, c'est une vitrine ou des vitrines qui disparaissent. Vous pouvez le tourner comme vous voulez. Que ce soit une galerie qui disparaît. Ou une galerie qui disparaît, ou ce que vous voulez. Donc il y a à l'inverse un travail de presque collectif, de conseils à entendre des artistes, parce qu'ils savent exactement ce qu'ils veulent, et ils ont raison, c'est eux qui le font, c'est eux qui payent. Ok, ben Frédéric, je te remercie pour toutes ces explications. Avec plaisir. Et on se voit donc au salon Art Toulouse. Alors on va se voir à Art Toulouse là, dans très peu de temps. Ce sera un vrai plaisir. Près de 150 artistes, 110 stands, de très grands artistes internationaux, puisque nous avons la chance que Madame Marie-France Baillet, présidente du groupe Dépêche, soit vraiment, mais alors une passionnée d'art, et naturellement une chance énorme de connaître un réseau d'artistes de premier plan, nationaux, mais surtout internationaux également. Donc on va avoir avec nous un certain nombre d'artistes qu'on n'a jamais vus même à Toulouse, qui vont pouvoir être confinés dans cet espace galerie qu'on a voulu mettre en place et commencer cette année spécifiquement, sur une prestation, alors là pour le coup qui n'a rien envié à personne, et donc avoir quelque chose qui soit le plus écuménique possible. L'intérêt c'est pas de faire quelque chose d'élitiste, Art Toulouse n'a jamais voulu l'être, je n'ai jamais voulu ça, j'ai voulu, on l'aura compris dans mon discours, ouvrir le jeu sur ceux justement qui ne connaissent pas l'art et qui peut-être demain le connaîtront un peu mieux et qui peut-être après-demain s'y intéresseront pour peut-être encore après-demain acheter de l'art. C'est ça qui m'intéresse sur le nombre. Voilà.
Et merci beaucoup Avec plaisir. et à bientôt.